Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Pendant longtemps, décision rimait avec raison, et se laisser envahir par ses émotions était signe de faiblesse, de mauvais caractère ou de distraction. Et si bien au contraire, nos émotions nous faisaient prendre des meilleures décisions? Et si nos biais cognitifs, souvent pointés du doigt pour les raccourcis mentaux qu'ils nous font prendre, seraient en réalité des outils à ne pas négliger? Partez à l'exploration de notre système de pensée avec le Labo des Savoirs. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire naturelle de Nantes et leur cycle de conférences Sciences étonnantes, une fois par mois, est gratuit. En plateau avec nous pour parler de l'influence des émotions sur notre prise de décision, mais également sur l'esprit critique, Virginie Bagneux, maître de conférences en psychologie sociale à l'Université de Caen et membre de l'Observatoire zététique. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous avez fait une thèse sur l'influence des émotions et notre niveau de certitude face à la prise de décision en 2006. Et depuis, vous continuez les recherches dans le domaine de la psychologie sociale. Alors, on va parler de cette prise de décision. Quand on en prend une, et si possible la bonne, souvent on a une image en tête, un enjeu, une personne face à deux routes distinctes. Et quand on va sur une route, ça y est, ça change le cours de notre vie. En réalité, on prend plein de micro-décisions au quotidien, souvent sans même s'en rendre compte, et notre mode de pensée n'est pas toujours le même. Alors, il y a celui qu'on a quand on choisit entre une pizza et des pâtes, qui a priori est semi-automatique, et celui qu'on peut avoir quand on doit choisir une carrière professionnelle, par exemple, ou un lieu de départ en vacances. Alors, est-ce qu'il y a réellement deux modes de pensée différents dans ce genre de situation ? Alors, ce qu'en dit les travaux scientifiques sur la question du traitement de l'information, c'est effectivement un modèle dit de double voie, c'est-à-dire que dans notre vie quotidienne, on a plutôt tendance à privilégier la voie dite heuristique, celle qui repose sur des schémas, des raccourcis mentaux qui sont issus de notre expérience personnelle. Avec l'âge, on construit des modes de raisonnement qui sont d'ailleurs assez fonctionnels, assez performants. Comme par exemple, si je dois avoir l'avis sur une question, il vaut mieux s'orienter vers un expert que vers un novice. Ça, c'est une heuristique de pensée qui fonctionne très bien. Sauf que, voilà, l'expert, quel est son niveau réel d'expertise sur le sujet sur lequel vous l'interrogez? Si c'est pas sur son domaine d'expertise, il a beau être expert, cette heuristique ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que dans ce genre de situation, on doit aussi réfléchir de manière un petit peu plus délibérée, un peu plus analytique. C'est la deuxième voie de traitement, le système 2 de Kahneman, qui est assez populaire et qui est un mode de raisonnement beaucoup plus délibératif, qui est aussi beaucoup plus coûteux en termes de ressources, en termes d'efforts, en termes de motivation, etc. Et qui fait que c'est pas un mode de fonctionnement qu'on peut utiliser de manière systématique dans nos vies. On le réserve à des situations qui ont une importance ou un intérêt déterminant, et là où on identifie que l'issue d'un traitement heuristique n'est pas optimale ou n'est pas satisfaisant. Est-ce qu'on peut dire, si on schématise, que le traitement heuristique, c'est un peu un mode rapide, réflexe par défaut, là où la deuxième voie de traitement serait plus un mode réfléchi, lent, intellectualisé, ou est-ce que c'est un raccourci un peu trop grossier ? Alors c'est un petit peu grossier, par contre c'est vrai que le mode heuristique c'est un mode où l'attention est réduite, où les ressources en effort de concentration par exemple sont moindres, où du coup la réponse qui est produite est souvent plus rapide. Donc c'est vrai qu'il s'oppose radicalement à un système plus systématique, mais qui peut être celui par défaut dans des situations où on n'est pas expert, par exemple. Quand on n'est pas expert, clairement, ces heuristiques ne peuvent pas s'exprimer puisqu'elles n'existent pas. Donc
ce système, quand on apprend à conduire, par exemple, on est en traitement analytique de manière automatique parce qu'on ne peut juste pas faire autrement, en fait. L'opposition de ces deux systèmes, elle s'entend au sens où l'une est moins coûteuse et donc, en termes de rapidité et d'adaptation, est privilégiée, on va dire. Mais dans certains cas, ce système-là est jugé insatisfaisant ou insuffisant et le déclenchement d'un traitement plus approfondi est exécuté à ce moment-là. Est-ce que ces deux systèmes-là, on les choisit de manière consciente ou, et vous l'avez dit avec l'exemple de l'apprentissage de la conduite, c'est le contexte qui nous l'impose? Alors les deux. Et c'est aussi notre style personnel, notre style de pensée personnel. Certaines personnes sont plus sur un mode intuitif, heuristique, plus dans la rapidité de l'exécution du comportement ou de la décision, là où d'autres sont plus réfléchis, plus intellectuels, on va dire. Mais c'est vrai que le contexte, donc des indices dans la situation de prise de décision, vont nous aider en fait à déterminer si ce traitement heuristique il est pertinent et suffisant, ou si le résultat qu'on va obtenir n'est pas suffisamment optimal et donc déclencher un traitement analytique. La littérature sur qu'est-ce qui déclenche l'un ou l'autre de ces traitements propose plein d'hypothèses et a identifié plusieurs déterminants, comme par exemple les émotions. Certaines émotions déclenchent un traitement plus heuristique, comme par exemple la joie ou la colère, là où d'autres émotions, comme la tristesse ou la peur, déclenchent des traitements beaucoup plus analytiques, pour notamment gérer l'incertitude de la situation. Il y a d'autres facteurs, notamment est-ce que la situation, j'ai besoin d'être exact dans ma réponse ou est-ce que être approximatif suffit? Donc c'est aussi un élément d'ordre motivationnel qui va déclencher l'un ou l'autre type de traitement. Et puis l'aspect aussi ressources. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances sur le sujet? Tout ça va aussi déterminer si j'ai intérêt à me contenter, entre guillemets, d'un traitement heuristique ou si un traitement analytique est préférable dans cette situation. Mais il y a aussi des styles cognitifs. Selon les personnes. Selon les personnes, on est plus encline à être intuitive ou délibérative, mais c'est aussi issu d'un apprentissage et de notre familiarité avec les situations de prise de décision. Ça me fait penser, il y a souvent des personnes qui disent qu'elles se basent sur leur instinct. Est-ce que c'est ça la fameuse voie heuristique? C'est ça, ouais. C'est ça. Là où qui est un instinct plus construit par l'expérience et qui peut nous conduire dans certains cas à des erreurs, effectivement. Et il y a aussi d'autres personnes par opposition où on a tendance à dire qu'elles se prennent la tête, et je mets de gros guillemets sur cette expression que personnellement je n'aime pas trop. Est-ce que du coup là on peut dire que c'est l'autre mode de pensée plus analytique? Oui, s'il est un peu plus systématique que la voie heuristique pour prendre des décisions, oui, c'est ça. C'est une bonne vulgarisation de cette double voie. Donc on a vu qu'il y a deux voies de traiter les informations qui dépendent du contexte, de plein de choses, même s'il y a encore des incertitudes sur comment tout ça fonctionne. Il y a aussi des biais qui existent quand on vit la situation et ensuite qu'on prend une décision, puisque parfois il y a des choses qui empêchent notre propre traitement de l'information de se faire de la manière la plus qualitative possible. C'est quoi ces biais qui transforment un petit peu la réalité duquel on est témoin et qui influencent notre décision? Alors ces biais, ils interviennent à énormément d'étapes. Dès lors qu'une information rentre dans notre système de pensée, jusqu'au moment où est produite une réponse, il y a un certain nombre d'opérations mentales qui s'exécutent. Et chacune de ces opérations mentales est une occasion de commettre une erreur systématique qui trouve son origine dans le fonctionnement même de notre système de pensée. C'est ça la définition d'un biais, c'est-à-dire que parce que notre cerveau fonctionne de telle manière, dans certaines situations, il produit systématiquement la même erreur. C'est ça un biais. On a tendance à parler de biais cognitifs quand on fait référence à ces erreurs. Or, on pourrait les catégoriser de bien des manières. Dans la littérature ou dans le domaine de la vulgarisation scientifique, on retrouve des infographies très distinctes. Pour faire très court, en fait, imaginons qu'une information rentre dans le système de pensée, c'est la première grosse étape, c'est ce qu'on appelle les systèmes perceptifs et attentionnels qui entrent en jeu.
Ce qui veut dire que là, je vais sélectionner probablement des informations, en tout cas l'exhaustivité des indices qui sont dans la situation n'est pas garantie, pour plein de raisons, parce que je fais d'autres choses, parce que je suis pas intéressée, parce que je suis pas motivée, parce que je suis pressée, etc. Oui, si on est témoin d'une scène, on va pas forcément se souvenir de la température qu'il faisait, par exemple. Voilà, du nombre de personnes qui étaient présentes, s'il y avait un chien ou pas, On s'il fait du tri. aboyait ou non. Voilà, donc, première chose. Deuxième chose, c'est l'aspect perceptif. On ne voit pas les choses de la même façon en fonction de l'angle de vue ni de ce que l'on cherche. Et ensuite, une fois que l'information est dans le système de pensée, elle va subir un certain nombre de transformations. Je vais faire appel à ma mémoire, par exemple, et donc à des souvenirs qui sont analogues. Je vais peut-être faire un peu de calcul mental, de l'estimation de probabilité. Je vais essayer de faire des liens. Je vais essayer de donner un sens à ce que je suis en train de regarder. Bref, toutes ces opérations-là font qu'à chaque étape, potentiellement, une erreur peut intervenir. Donc j'interprète mal. Je me trompe dans mon calcul, je me rappelle pas de tous les éléments nécessaires pour prendre la décision optimale, etc., etc. Et ensuite, imaginons que jusque-là tout ait bien été exécuté, je dois produire une réponse dans le champ social. Et cette réponse, en fait, elle est susceptible, elle aussi, de subir un certain nombre de corrections, d'ajustements, en fonction du contexte social dans lequel ma réponse va être produite. Si je veux paraître humble, par exemple, si je veux paraître poli, si au contraire je veux manifester le fait que je suis en colère, je vais avoir tendance à exacerber ma pensée. Si dans l'environnement il y a un groupe auquel je veux appartenir et qui pense différemment de ma conclusion, là je vais devoir choisir. Est-ce que je m'accorde avec le groupe et donc finalement je change ma réponse, ou est-ce que je reste sur mes positions au risque de subir une expulsion du groupe par exemple, ou de une sévère punition. Toutes ces transformations en fait, ce sont potentiellement des erreurs, donc des biais par rapport à l'exactitude, c'est-à-dire à une réponse optimale en fonction de tous les éléments contextuels. Donc on n'est pas des robots, on ne traite pas l'information toujours de la même manière. Si je vulgarise un petit peu ce que vous venez de raconter sur ces espèces de grandes étapes, il y a donc les biais perceptifs, où on ne peut pas se focus sur tout, on va faire des tris, on va faire des erreurs aussi peut-être à ce moment-là. Les biais cognitifs, émotionnels, où en fonction de notre expérience, de notre mémoire, de l'émotion qu'on a en ce moment en train de ressentir, ça a aussi un impact. Et les biais socio-normatifs, alors que moi que je ne connaissais pas, mais effectivement qui sont, j'imagine, très important, ou s'il y a notre boss qui est en face de nous, ou un groupe d'amis qui a l'air quand même super cool, on va pas forcément réagir de la même manière. Alors, il y a un exemple concret que j'aimerais citer, que je tire d'une des études dont vous êtes co-autrice, et là, c'est justement le fait de ne pas agir du tout. Une étude parue en 2022 sur le harcèlement scolaire et la place des témoins. Alors, je cite le résumé. Dans le harcèlement scolaire, les témoins jouent un rôle fondamental car leurs réactions défensives peuvent mettre fin aux situations de harcèlement. Cependant, une grande majorité de témoins restent passifs malgré leurs convictions personnelles en matière de défense. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, alors qu'on peut traiter toutes ces informations et agir, on reste passif, on ne fait rien face à une injustice ? Alors ça illustre quelque chose qu'on connaît bien dans la littérature en psychologie et qui porte un nom. Ça s'appelle le gap, c'est-à-dire l'écart qui existe entre l'intention de faire quelque chose qui est lié justement à nos croyances et au poids qu'elles ont pour nous dans la détermination de notre comportement et notre comportement réel. C'est ce qui fait que les modèles rationalistes, notamment issus de l'économie, échouent en fait à prédire le comportement humain, parce que nous ne sommes pas rationnels, dans le sens où, bien que nous ayons l'intention d'arrêter de fumer, par exemple, parce qu'on sait que fumer tue, eh bien on continue de fumer quand même. Donc il y a plein de variables, de facteurs qui expliquent cet écart, parfois vraiment très important, entre notre intention d'agir ici, dans le cadre des témoins du harcèlement, et notre réelle propension à agir en soutien à la victime. Dans ces travaux, ce qu'on montre et qui est aussi intéressant, c'est que quand on est cohérent dans notre système de croyances, eh bien le comportement a plus tendance à être déclenché. Quand on a une ambivalence, ce comportement, lui, est beaucoup plus difficile à déclencher.
pour que l'action ait lieu, il faut vraiment que cet état soit très inconfortable. Est-ce que ça veut dire, si on vulgarise là encore, on voit un tout petit se faire frapper par des très grands, extrêmement injuste, et en plus ce tout petit, c'est un copain à nous. Est-ce que là, on va être beaucoup plus en mesure d'être dans la défense pour essayer d'arrêter ce type de harcèlement que si c'est deux personnes qu'on connaît pas bien, on ne sait pas trop si c'est un jeu ou si c'est vraiment du harcèlement, on n'a pas envie d'agir, on ne veut pas apparaître comme la personne un peu rabat-joie, et là on est dans la gêne, c'est ça ? Dans le harcèlement scolaire, tous les travaux se focalisent essentiellement soit sur l'acteur, soit sur la victime. Le travail sur les témoins est vraiment très en retard, et probablement qu'il y a tous les éléments que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire, premièrement, c'est au niveau de l'interprétation de la situation. Est-ce qu'il est très clair pour les témoins qu'on est dans une situation de harcèlement ? C'est pour ça que faire des campagnes de communication sur finalement qu'est-ce que c'est le harcèlement, ça peut déjà aider à obtenir un bon diagnostic des situations quand on y est face. Et ensuite, quid de l'alternative ? Le quid de l'alternative de ne pas agir. Qu'est-ce que j'ai comme ressources ? Donc par exemple, est-ce que j'ai du soutien social ? Est-ce que je vais y aller tout seul ? C'est même au-delà des croyances internes sur est-ce que je dois agir ? Est-ce que je suis un héros ? C'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, la littérature, elle cherche à identifier quels sont les leviers justement sur lesquels le témoin agit. Donc c'est encore en cours dans la recherche, on ne sait pas encore. Il y a beaucoup d'études que j'ai croisées, alors il faudrait que je les retrouve pour citer des sources, qui parlent de situations d'injustice sociale où personne n'agit, et quand quelqu'un commence à agir, à ce moment-là, tout le monde se dit « ok, on peut y aller ». Ça débloque en quelque sorte. C'est quelque chose que vous confirmez ? Oui, c'est des phénomènes sociaux qui sont bien documentés pour le coup sur d'autres situations que le harcèlement, où effectivement, dès lors que c'est la question du soutien social. Quand émerge dans le champ social une manifestation de quelqu'un qui pense comme moi, c'est-à-dire il faut soutenir la victime, du coup je suis plus tout seul. Donc cette situation de soutien social, elle est déterminante, et dans un très grand nombre de situations sociales, ce levier de soutien social, il est déterminant pour le comportement. Alors on sort un petit peu de ces événements extérieurs pour la prise de décision pour retourner un petit peu dans notre intérieur, nos schémas de pensée. Intégrer les émotions dans notre traitement de l'information, c'est assez récent finalement. Je cite un article de Delphine van Hourebeke, j'espère que je prononce bien son nom de famille, qui a été publié en 2008, intitulé « L'émotion et la prise de décision ». Alors le passage est un peu long, mais il est assez passionnant. C'est dans l'introduction. Elle dit « Ce n'est que depuis quelques années que les émotions sont un sujet d'intérêt pour la recherche et la prise de décision. Jusqu'alors, le décisionnaire était abordé comme un être se comportant en fonction de principes rationnels et distinctement formulés. Depuis Platon, Kant et Descartes, il est considéré que la logique propre, purement rationnelle et mathématique, écartée de toute considération affective, peut mener à la solution, quel que soit le problème. Selon ces théories, une décision est inspirée de données sensorielles, d'événements, de faits et de documents. Si les prémices d'une intervention émotionnelle dans la prise de décision sont déjà discernables avec Darwin ou dans des recherches menées par Lazarus en 1991, ce n'est qu'en 1994 que Damasio affirme nettement que les émotions sont nécessaires à la prise de décision. Alors, est-ce que ajouter ces émotions dans la prise de décision, c'est bien vu, ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs, ou on se dit encore que nous sommes quand même des êtres logiques et rationnels ? L'ouvrage de Damasio en 1994, il l'avait intitulé « L'erreur de Descartes ». C'était justement de considérer que l'âme et le corps étaient distincts. Effectivement, aujourd'hui, en recherche en psychologie, notamment dans le champ des émotions, on montre que dans bon nombre de situations, les émotions sont parfois, non seulement elles guident la pensée, mais parfois c'est le seul indice qui nous permette de bien penser. Historiquement, les émotions, notamment les émotions négatives, étaient enseignées en lien avec les pathologies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ressentait une émotion négative, on basculait dans le champ de la pathologie, et donc la recherche en psychologie sur sujet sain ne s'y intéressait pas. Il faut attendre les années 1960, pour qu'on commence à justement expérimentalement démontrer l'impact des émotions, et notamment un impact pas toujours délétère pour la pensée.
Donc pour montrer l'impact notamment positif des émotions sur le traitement de l'information, les travaux dans le domaine de la persuasion en psychologie sociale, c'est les travaux de Bless et collaborateurs qui ont montré que quand on soumet un argumentaire à des sujets, soit un argumentaire faible, soit un argumentaire bien étayé, résultat classique sur un groupe qui n'est pas induit dans une quelconque émotion, c'est qu'on est plus convaincu par l'argumentaire étayé que par l'argumentaire faible. Et ce résultat est d'autant plus vrai que les sujets sont induits dans une émotion négative. Quand on est induit dans une émotion positive, eh bien, en fait, on est aussi bien convaincu par un argument étayé que par un argumentaire moins étayé. C'est fou. Est-ce que ça veut dire que quand on est joyeux, on n'est pas très concentré ? Voilà, c'est un petit peu ça. On revient sur cette hypothèse de cette double voie de traitement où un certain nombre d'émotions négatives déclenchent un traitement délibératif, donc plus approfondi de la situation, là où des émotions plus positives, comme la joie, eh bien, nous éloignent un petit peu de ce caractère systématique des arguments. C'est intéressant, ça veut dire qu'il faudrait réussir à vraiment analyser proprement nos émotions, savoir ce qu'on ressent dans une situation où on doit prendre des décisions pour être en adéquation à peu près ? Alors généralement, quand on analyse les émotions qu'on ressent dans une situation, on en annule leurs effets. D'accord. Donc ça peut être bien quand il y a une influence délétère, ça peut être moins bien quand cette émotion justement est fonctionnelle. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui l'approche majeure de la recherche en psychologie de considérer que les émotions servent à quelque chose et servent la cognition. Si c'est pour réguler de l'anxiété qui est délétère pour mes performances cognitives, oui, bien évidemment, c'est le travail du psychologue généralement. Mais c'est vrai que dans la vie courante, vous parliez en introduction de choisir une maison ou un nouveau travail, clairement les émotions, elles sont là aussi pour nous guider quand les situations sont complexes. Donc ne pas jeter les émotions à la poubelle et arrêter de penser qu'il faut être un être parfaitement logique et rationnel. Finalement, les émotions sont plutôt positives dans cette prise de décision. Tout à fait. Par exemple, dans les travaux de Schwarz-Ekler, ils téléphonaient à leurs participants un jour de beau temps et un jour de pluie, et ils leur demandaient quel était leur niveau de satisfaction de vie. Les jours de beau temps, les gens répondaient être plus satisfaits que les jours de mauvais temps. La raison, quand il fait beau, les gens sont de meilleure humeur que quand il pleut. Et donc, ils ont réitéré cette expérience pour tester l'hypothèse d'une influence émotionnelle dans cette situation-là. Donc, dans cette deuxième expérience, il rappelait un nouvel échantillon et avant de demander le niveau de satisfaction de vie, il faisait remarquer aux gens le temps qu'ils faisaient. Et en le faisant, eh bien, ils ont fait disparaître la différence de satisfaction de vie rapportée par les sujets entre les jours de pluie et les jours de beau temps. Ça montre bien que ces émotions qui ont longtemps été mises de côté pour étudier la pensée sont finalement pas si délétères que ça. Ça dépend des situations dans lesquelles elles se manifestent. On continue de parler de prise de décision, d'émotion et d'esprit critique juste après la pause musicale. C'était Where Did You Go de Sandman Project et nous sommes de retour en plateau avec Virginie Bagneux, maître de conférences en psychologie sociale à l'Université de Caen et membre de l'Observatoire Zététique. Retour à l'interview. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Un des nouveaux enjeux à l'ère d'une information toujours plus large, immédiate et non hiérarchisée, c'est l'entretien d'un certain esprit critique pour mieux traiter les informations qui nous parviennent et discriminer les bonnes des mauvaises, les vraies des fausses, et ainsi prendre de meilleures décisions en fonction. Alors on parlait juste avant la pause des émotions. Là, on va se concentrer aussi peut-être sur le niveau de certitude. Je vais vous citer une étude d'Ipsos qui a été réalisée en février 2024 sur un échantillon représentatif de 1000 Françaises et Français pour tenter d'évaluer l'impact de la désinformation. Voici quelques résultats édifiants de ce sondage.
74% des personnes interrogées estiment être capables de faire le tri entre les vraies et les fausses informations sur les réseaux sociaux. Et 68% estiment que ce n'est pas le cas du reste de la population française. Donc on n'est pas très confiant sur le niveau des autres personnes que nous. Mais en réalité, 66% des personnes interrogées adhèrent au moins à l'une des fake news qui leur ont été présentées. Donc on n'est pas si fort que ça, finalement, pour faire la discrimination entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Est-ce que quand on est confiant de notre capacité à faire les choses, on se plante plus facilement ? Oui, effectivement. Notre capacité à s'auto-évaluer et à s'auto-corriger est déterminante dans nos performances et notamment dans nos compétences d'esprit critique. C'est en tout cas ce que dit la littérature sur l'esprit critique, qui documente que savoir croiser les informations, savoir estimer notre niveau de connaissance sur un sujet avant d'en faire l'examen, tout simplement, c'est déjà réfléchir sur comment on pense en fait, tout simplement. Et c'est ça la définition de la métacognition. Donc arriver à se voir penser, à être capable aussi de se corriger. Notamment, là j'ai un défaut de connaissance sur le sujet, donc je vais suspendre mon jugement, aller me renseigner un peu plus dans le domaine et puis revenir sur la question. C'est quelque chose qu'on fait pas tout le temps, hein, parce qu'on n'a pas toujours envie, ou le temps, ou la nécessité de le faire. Et ensuite, c'est vrai qu'il faut se donner les moyens de se poser la question de est-ce que je suis au bon endroit et est-ce que dans le contexte qui est le mien, je suis en mesure de produire quelque chose de fiable, un jugement fiable. Donc notre niveau de certitude et notre capacité à calibrer notre confiance en nous-mêmes est déterminante dans ce genre de situation. J'ai l'impression que c'est un peu une première étape pour avoir de l'esprit critique, c'est de se regarder soi-même et de dire est-ce que je suis pas en train d'avoir un ego un peu trop gros et de penser que je comprends ce qui se passe alors que je manque d'informations. Alors si on devait faire une petite boîte à outils pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient prendre des décisions plus qualitatives en triant mieux les informations, en ayant plus de recul, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Déjà, on en a parlé, il faut connaître le sujet, j'imagine ? Oui, avoir un socle de connaissances qui est spécifique au domaine sur lequel porte la question, c'est la base. Sans connaissance, on peut pas, il n'y a pas d'esprit critique général, on va dire. Donc si mon domaine c'est la biologie et pas la physique, j'exercerai de facto un esprit critique plus faible en physique qu'en biologie. On a parlé des connaissances à avoir sur un sujet. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'information en elle-même ? Quels sont les critères pour savoir si cette information est fiable, intéressante ou non ? Alors peut-être un mot sur le mot information. Qu'est-ce qu'on entend par information ? Ça peut, c'est au sens très large du terme, dans le sens où ça va de la tagline sur ma page Facebook, en passant par l'examen approfondi d'un article scientifique rédigé par des pairs dans une revue à comité de lecture, ou le fait que ma mère m'ait encore dit ce matin de mettre un bonnet à ma fille pour qu'elle échappe à la grippe. Tout ça, c'est de l'information. Et ces informations, on va les traiter a priori de la même façon. Mais, étant donné la source dont elles proviennent, des experts, ma mère, qui n'a pas forcément de grandes connaissances sur comment la grippe intervient dans le système immunitaire, ou le groupe Facebook. Le groupe Facebook auquel je suis abonnée ou non, en plus. Déjà, la source, ça va être un moyen de traiter l'information de différentes manières. Donc, après, la question, c'est est-ce que, indépendamment de la source, cette information, je peux la traiter. Donc, ça veut dire traiter, cette fois-ci, le contenu réel de l'information en tenant compte d'un certain nombre de critères. Est-ce que ce qui est dit dans le contexte dans lequel c'est dit est crédible ? Quels sont les éléments argumentatifs qui permettent de juger de la fiabilité de ce qui est avancé ? Quelles sont les méthodes qui ont conduit à ce que cette information soit produite ? Donc l'argumentation, l'évaluation, la manière dont les choses sont présentées aussi,
Tout ça, c'est autant de critères qu'il faut systématiquement en fait traiter pour, au final, avec la compilation de tous ces critères, aboutir à une évaluation, on va dire, la plus fiable possible. J'imagine que c'est quelque chose, tout cela prend du temps et nécessite aussi qu'on soit consciente qu'on est en train de faire cette démarche, puisque ça doit être avant que ce soit un automatisme, qu'on check la source, la vraisemblance de l'information, son contexte. J'imagine qu'il faut se forcer à se dire, bon, alors, faisons preuve d'esprit critique dans cette situation. D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on me raconte? C'est ça, il faut s'entraîner? C'est un automatisme qui vient pas Bien tout de sûr, suite? au bout d'un moment, quand on, dans son domaine d'expertise, c'est le principe de l'expertise, hein, cet esprit critique, on l'applique de manière un peu plus automatique que celui qui est moins expert sur le domaine. Mais attention, qui dit expert ne veut pas dire exempt de biais, hein, on l'a vu tout à l'heure. Ce niveau d'humilité, en fait, épistémique, doit être constant, quel que soit notre niveau d'expertise et quel que soit le domaine dans lequel l'information est présentée. On a parlé tout à l'heure de biais cognitifs. Souvent, on les pointe un peu comme quelque chose d'assez négatif. Quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit qu'il ne faut pas forcément leur jeter la pierre. Pourquoi est-ce que les biais cognitifs peuvent être un peu, pas si mal que ça finalement? Parce que les biais cognitifs représentent des exceptions qui conduisent évidemment à des erreurs parfois dramatiques, mais qui sont des exceptions dans notre manière de fonctionner. On a un cerveau qui est quand même assez efficace et fonctionnel, puisque la preuve en est, on est encore là en fait. Donc ça veut dire que ça marche plutôt bien. Que les approximations qui sont produites par notre système heuristique, par nos raccourcis mentaux, sont la plupart du temps suffisants et assez satisfaisant, que l'optimalité et que la réponse tout à fait correcte n'est pas essentielle en termes d'adaptation. Donc je pense que peut-être on pourrait résumer que l'adaptation, le caractère fonctionnel d'une réponse, d'un traitement de l'information, c'est quelque chose qui est différent de l'exactitude et que cette exactitude n'est pas forcément l'objectif ultime. Qu'est-ce qu'on veut ? Quand on veut développer notre esprit critique, en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Je pense que la question, elle est vraiment là. Est-ce qu'on veut supprimer toutes nos fausses croyances? Auquel cas, vaut mieux abandonner maintenant parce que même quand on est expert sur un domaine, on conserve des croyances. Hein, c'est des approximations, les croyances de choses qui sont plus ou moins bien connues. Est-ce que c'est arriver à débunker une information qui est volontairement fallacieuse? Là, du coup, oui, mais dans ce cas-là, il faut développer une expertise dans le domaine en question. Est-ce que c'est éviter les effets directs et indirects de nos fausses croyances? Auquel cas, éviter par exemple d'aller voir un astrologue pour décider quel métier ou quel poste je vais finalement accepter de prendre. Voilà, c'est tout à chacun de décider ça en fait. Faire preuve d'esprit critique, mais pourquoi faire? Est-ce que le fait de connaître quelques biais cognitifs, c'est déjà aussi voir quand ils sont en œuvre et se rendre compte que là, on est en train de prendre un petit raccourci. Je ne sais pas, il y a par exemple un effet de cadrage dont vous parlez dans votre conférence. Est-ce que connaître cet effet de cadrage, on peut en parler, ça nous aide déjà à savoir qu'il est là et qu'il se manifeste? Je crois qu'il est plus bénéfique pour quelqu'un d'apprendre à développer une ouverture d'esprit en rendant systématique le croisement des points de vue et la recherche systématique des avis alternatifs aux nôtres que de savoir qu'on peut être victime d'un biais de confirmation, par exemple, ou victime d'un biais de cadrage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de le savoir, ce biais de cadrage, ça va pas créer chez moi spontanément une recherche des points de vue alternatifs. Alors que si j'ai appris que ça devient presque un trait de personnalité chez moi, de quand une information m'est transmise, de systématiquement rechercher l'avis d'autrui sur la question avant d'émettre un jugement, le fait de savoir ou pas que je peux être victime d'un biais de confirmation, ça me sert à rien. Donc ce serait développer des bonnes pratiques plutôt que de pointer... Plutôt que de dénoncer les mauvaises pratiques. Très bien, j'aime beaucoup cette conclusion, sur les biais cognitifs. En fait, le problème, c'est un petit peu comme quand on dit à quelqu'un tu veux arrêter de fumer, oui,
mais il le fait pas, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il sait pas comment faire. Et ben, pour l'esprit critique, c'est la même chose. Je pense que n'importe qui dans la rue vous dira, oui, je veux développer mon esprit critique. Mais comment faire? Et ben, comment faire, c'est pas en pointant ce qui va pas, c'est en développant des choses qui sont efficaces. Et donc, le temps qu'on perd à populariser le biais de confirmation, le biais de cadrage, c'est du temps que les gens ne passent pas à développer d'autres compétences et d'autres capacités qui, elles, sont bénéfiques, quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve. Alors j'allais vous poser des questions sur quelques biais cognitifs. On vient de dire que c'était pas forcément une bonne idée de se concentrer là-dessus. Alors à la place, on a parlé de croiser les sources, on a parlé de faire attention à nos certitudes. Est-ce que vous avez encore une bonne pratique en tête qu'on pourrait donner à nos auditeurs, auditrices, qui pourraient développer? Alors 2, et qui sont issus des avancées en recherche sur la question. La première, c'est inciter les gens à développer une pensée analytique et délibérative, en leur expliquant comment faire, donc principalement en explicitant les différentes étapes de raisonnement, en essayant systématiquement pour chaque avancée dans le raisonnement de l'étayer par des arguments et d'expliquer qu'est-ce qui les convainc dans le fait d'avancer cet argument. Ça, c'est le premier point. Donc, la littérature est assez documentée sur ces incitations à développer un apprentissage explicite et une pensée délibérative. Et le deuxième point, c'est appliquer les principes de la méthode scientifique à nos propres activités quotidiennes. C'est-à-dire que l'administration de la preuve, aujourd'hui, à part la science, moi en tout cas, je connais pas de meilleure façon d'expliquer le monde au plus près de ce qu'il est, de manière la plus objective possible. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas des erreurs et qu'il n'y a pas des choses qu'il faut abandonner, mais ça, c'est le temps qui nous permet de le faire. Et cette méthode scientifique, elle est un bon moyen, en fait, en tout cas, la littérature montre que chez les personnes qui sont formées à la méthode scientifique, il y a une moindre adhésion à tout un tas de fausses croyances. Et il semblerait donc que la connaissance des moyens de l'administration de la preuve permettent tout simplement de distinguer le faux du moins faux. Alors, rapide rappel de la méthode scientifique pour nos auditeurs auditrices. Je vais tenter de le faire, mais alors je parle sous votre contrôle. Formuler des théories, pratiquer des expériences, essayer, quand on a des résultats, de trouver des résultats contraires, et pas forcément de trouver des résultats qui confirment ce premier résultat, et toujours être dans la recherche d'informations qui peuvent contrer la théorie première. Et tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui la contre, on peut l'estimer peut-être vrai. Est-ce que je me trompe dans ce déroulé de la méthode scientifique applicable? Oui, c'est une bonne façon de citer un certain nombre des principes de la méthode scientifique qui sont justement très contre-intuitifs en fait. Quand on a une idée en tête, une hypothèse, et que la première envie, c'est d'essayer de confirmer qu'on a raison. C'est tout l'inverse, effectivement, de la démarche scientifique, qui, elle, va tout tenter, tout mettre en œuvre pour essayer de montrer que cette hypothèse est erronée. Et parce qu'on échoue à la démontrer comme erronée, on l'accepte comme vraie, jusqu'à ce que, potentiellement, un jour, on y arrive à la falsifier, cette hypothèse. Et si on a réussi à trouver une preuve scientifique, une expérience qui marche et qui va dans le sens de la théorie, reproduire cette expérience par d'autres personnes pour être sûr que cette expérience a été bien faite, etc. etc. Donc, croiser les sources, se tourner vers d'autres personnes, répliquer les preuves, tout ça, on en parle bien souvent dans les émissions du Labo des Savoirs, donc n'hésitez pas à continuer de nous écouter. C'était l'instant promo. Je voudrais pas qu'on reparte avec l'idée que dans notre vie quotidienne, on peut être des scientifiques en herbe, dans le sens où on va monter des protocoles personnels dans notre jardin, etc. Je pense que c'est plus la philosophie, dans le sens où la connaissance, c'est avant tout quelque chose de collectif. C'est-à-dire que ça prend du temps et que ça doit être partagé par un très grand nombre de personnes. Donc, le plus important, que ce soit pour l'esprit critique ou pour l'application de la méthode scientifique à nos raisonnements dans la vie quotidienne, c'est de garder l'idée qu'on ne peut pas réfléchir tout seul. Il faut toujours être en recherche de points de vue alternatifs.
Quand on parle d'esprit critique, on pense souvent, par contraste, aux personnes conspirationnistes qui critiquent tellement le système qu'ils s'en éloignent, le remettent en cause à l'extrême. Vous êtes justement co-autrice d'une étude sur le sujet, parue en 2021. Alors je ne vais pas me risquer à citer le titre anglais, mais la traduction en français peut-être que voici. Peut-être un libre penseur, mais un penseur qui n'est pas critique, une forte croyance en la conspiration est associée à une faible capacité de réflexion critique. Et je cite, « Nos résultats soutiennent l'idée que les adeptes du conspirationnisme ont une capacité de réflexion critique moins développée et stimulent la discussion sur la possibilité de réduire les croyances au conspirationnisme par le développement de la réflexion critique. » Alors, ça semble un petit peu contradictoire, sachant que leur argument principal est souvent de conseiller aux personnes de faire leurs recherches ou alors de ne pas croire à tout ce qu'on dit, ce qui ressemble un petit peu dans l'idée de très loin à ce qu'on pourrait appeler l'esprit critique. Que se passe-t-il finalement dans leur mode de pensée à ces personnes-là ? C'est exactement la question qu'on s'est posée. On est parti de leurs prétentions, comme quoi ne pas accepter la thèse officielle sur les événements du 11 septembre, par exemple, c'est faire preuve justement d'esprit critique parce qu'on n'est pas mouton, on ne croit pas à ce à quoi tout le monde croit. Donc, clairement, on a voulu tester, tout simplement. Donc, on a mesuré le niveau d'adhésion à des théories du complot sur un grand échantillon d'étudiants universitaires de Paris et de Caen. Et on a mis ça en lien avec les compétences d'esprit critique de ces mêmes étudiants, mesurées à partir d'une tâche d'argumentation, où il s'agissait de débusquer les arguments fallacieux et d'identifier les arguments qui étaient corrects. Et force est de constater dans cette étude que on a une corrélation négative significative, alors qui n'est pas très élevée, mais qui existe quand même, dans le sens où plus nos étudiants avaient tendance à adhérer aux théories du complot, moins par ailleurs leur performance était élevée sur la tâche d'esprit critique. Donc ça veut dire tout simplement que là on est sur maintenant les explications. Est-ce qu'il y a un lien causal ? Est-ce que parce qu'on n'a pas d'esprit critique, on a plus tendance à adhérer aux théories du complot ? Ce n'est pas ce que montre notre étude, le lien de causalité n'est pas démontré. Mais en tout cas, il y a une tendance à faire que si on adhère, par ailleurs, on ne performe pas en esprit critique. Donc il faudrait inciter mes collègues à aller chercher un lien, peut-être causal. Qu'est-ce qui explique que... Donc Anthony Lantian, qui est le premier auteur de l'article, aurait bien des pistes à vous suggérer sur ce point, mais il y a l'idée notamment d'appartenir à un groupe un peu à part, avec une identité forte qui est nous, on n'adhère pas à la théorie officielle, on est plus intelligent que les autres. Et donc, une défense identitaire, c'est une des pistes, il y en a d'autres. Mais en tout cas, se pose la question, effectivement, en termes d'intervention, de développer une pensée plus délibérative pour se prémunir contre l'adhésion aux théories du complot. Mais c'est intéressant, parce que là, et ça fait partie des choses qu'il faut qu'on garde en tête, il y a un lien de corrélation, mais corrélation ne veut pas dire causalité. Il est encore trop tôt pour savoir si c'est la cause ou la conséquence. Alors, l'autre explication peut être aussi que le traitement délibératif dont on parle depuis le début ne garantit pas nécessairement un résultat meilleur que le traitement heuristique, notamment parce que on peut être dans ce qu'on appelle une motivation défensive. La motivation défensive, elle s'oppose à ce qu'on appelle la motivation épistémique. Donc cette motivation épistémique, c'est le fait de rechercher l'exactitude des choses, donc de vraiment déterminer si l'information est vraie ou moins vraie, enfin fausse ou moins fausse. La motivation défensive, qui est probablement le type de motivation des conspirationnistes, c'est de mettre en œuvre un traitement délibératif au profit d'une démonstration dont le résultat est déjà déterminé par le sujet. Donc le but, c'est de développer un traitement délibératif dans le but de montrer qu'ils ont raison, en fait, de penser autrement.
De confirmer leur hypothèse de départ. C'est ça. Ce qui n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qui n'est pas une démarche diagnostique, mais une démarche effectivement qui s'oppose à la méthode scientifique et qui vous éloigne à coup sûr de la vérité s'il en est une. On continue de parler d'esprit critique et de prise de décision juste après une pause musicale. L'esprit critique, on en parle de plus en plus et il existe aussi des parcours, des initiatives, des cours aussi, plus ou moins gratuits ou payants, pour aiguiser son esprit critique, pour apprendre à faire la part entre le vrai et le moins vrai. Il y a une sorte de business qui se crée autour de ça. Et souvent, c'est avec fort succès, le public répond très vite à ce genre d'initiative. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt, notamment à notre époque, à avoir les armes pour se prémunir contre la désinformation, à tel point qu'on est capable de payer pour avoir ces outils-là? Je pense que oui, cette envie de développer un esprit critique existe, mais depuis toujours en fait, pas que depuis Internet, hein. Par contre, c'est vrai que le besoin s'en fait peut-être plus urgemment sentir dans le sens où ce que Gérald Bronner appelle la dérégulation du marché de l'info a fait qu'aujourd'hui il y a un marché cognitif qui est tellement énorme que avant le tri entre ce qui était vrai et moins vrai était fait par des experts, par des petites communautés dans lesquelles on avait confiance. Aujourd'hui, c'est tout à chacun, puisque tout est mis au même niveau, et donc c'est tout à chacun de faire ce tri. Donc évidemment, ça nécessite de s'armer. Par contre, là où il faut peut-être émettre un peu de vigilance, c'est que s'il y a un besoin, il va y avoir une offre qui est en train de se développer, et c'est peut-être important de préciser que la recherche avance beaucoup plus lentement que les productions qui sont faites aujourd'hui, et les médiateurs scientifiques par exemple aujourd'hui ont une offre très très importante, et quid du tri? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Et là la réponse elle va être très simple, hein, c'est que chaque dispositif qui est développé nécessiterait d'être testé en comparaison avec un groupe contrôle, parce que encore une fois et c'est l'adage de la méthode scientifique, hein, c'est de comparer une intervention à qu'est-ce qui se passe si on fait rien. Et le développement de l'esprit critique de manière naturelle existe. Maintenant, est-ce que ces formations accélèrent, améliorent ces compétences d'esprit critique, développent des dispositions à l'esprit critique, cette curiosité, cette ouverture d'esprit, ce désir d'être bien informé? C'est à chacun en fait qui propose ces formations d'en faire la preuve, là pour le coup, qu'il y a une réelle efficacité. Et c'est très compliqué en réalité de tester ça avec des échantillons qui sont suffisamment importants, avec des suivis notamment dans le temps, des cohortes qui sont suffisamment étayées et analysées avec toute la rigueur scientifique qu'ils méritent. Donc aujourd'hui, à part des travaux expérimentaux en laboratoire qui montrent que le développement d'une pensée délibérative et que l'apprentissage de la méthode scientifique diminue l'adhésion à des fausses croyances et améliore les compétences à différentes tâches de raisonnement, c'est tout. Donc vous dire, parmi toute l'offre qui existe aujourd'hui sur la toile, à l'éducation nationale ou même à l'université, vous dire ce qui marche et ce qui marche pas, ce qui est à privilégier et ce qui l'est moins, en fait je peux pas vous répondre parce que les travaux sont en cours et sont à mener. La recherche est encore en cours et il y a plein de sujets, on en a évoqué quelques-uns, qui n'ont pas encore pu aboutir jusqu'au bout, qui ont encore besoin de financement, mais aussi de recherche et d'études spécifiques, de cohortes pour avoir des réponses. Ceci dit, c'est un bon moyen d'exercer son esprit critique et débusquer les formations qui ne sont pas efficaces.
sur l'esprit critique. Ça boucle la boucle. Est-ce que vous avez un dernier conseil aux étudiants qui vous écoutent ou au public pour aiguiser au maximum son esprit critique et prendre des décisions les plus qualitatives possibles pour conclure cette émission? Être ouvert aux autres, en fait. Je pense sincèrement que c'est en débattant, et c'est le cœur de la science, de débattre sur des sujets, même sur lesquels on a des avis très tranchés. C'est s'enrichir à la fois personnellement, mais aussi co-construire ensemble. Encore une fois, on n'est pas un penseur critique tout seul dans son coin. La pensée critique, elle se développe de manière collective. Très bien, merci beaucoup Virginie Bagneux d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci à Virginie Bagneux d'avoir accepté de répondre à nos questions et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Toutes les ressources utilisées pour préparer cette interview sont à retrouver sur notre site internet. Une émission réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur les applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodessavoirs.fr ou sur nos réseaux et on se dit à la semaine prochaine.